Voici la lecture linéaire de Vénus Anadyomène, c'est-à-dire le texte 2 de l'oral du bac français. Rimbaud n'a pas 16 ans quand il rédige ses premiers poèmes qui seront assemblés plus tard par Paul de Meunier et publiés en 1895. Dans son sonnet Vénus Anadyomène, Rimbaud revisite un thème célèbre. C'est Vénus, la déesse de l'amour qui a inspiré de nombreux artistes tels que Botticelli. Il paraît ainsi intéressant de se demander comment Rimbaud détourne un mythe connu de tous pour en faire une nouvelle esthétique poétique. Il conviendra de découper ce poème en 3 mouvements distincts. Déjà dans le premier quatrain, on observe la description de la tête. Et ensuite dans le deuxième quatrain, on voit la description du dos. Et enfin dans les 2 tercets, Rimbaud décrit le bas des reins de Vénus Anadyomène, et cela forme ainsi un blason. Dès le vers 1, le thème de la mort apparaît avec le substantif cercueil. Cette comparaison initiale donne le ton et brise immédiatement les attentes du lecteur face au titre évocateur de beauté et de naissance. Ce n'est donc pas ici la belle image de la femme sortant de l'eau, mais celle d'une femme qui sort d'une baignoire. C'est une image étonnante et même dérangeante. De plus, l'emploi du déterminant indéfini « une » achève de mettre à mal l'image de la beauté attendue. Ce n'est pas la tête sublime de la déesse, mais l'image d'une tête. Cela rend le visage quelconque, banal. Au deuxième vers, on peut relever un enjambement puisque le premier vers se termine par une tête et ne finit qu'au vers suivant avec le complément du nom de femme, qui crée une rupture rythmique atypique pour un alexandrin. Dans ce vers, le poète concentre sur la description et on y voit une représentation négative qui, là encore, dément l'idée que l'on pouvait se faire avec le titre. En effet, la tête est entourée de cheveux fortement pommadés. Ici on peut voir que l'adverbe est à connotation négative. D'autre part, le participe passé pommadé, mis en fonction d'adjectifs, montre un caractère artificiel sans aucune beauté naturelle. De même, au troisième vers, les adjectifs qualificatifs lente et bête continuent de peindre un portrait négatif de cette tête. En outre, l'adjectif vieille devant le substantif baignoire fait apparaître le cadre comme délabré, aux antipodes de la peinture de Botticelli. D'autre part, l'adjectif bête joue aussi sur la polysémie du mot. Cela fait penser à un animal et on retrouvera cette idée plus loin dans le poème. Enfin, au quatrième vers, on peut noter que toutes les tentatives de la femme pour rester belle sont vaines et l'auteur semble se moquer de celle-ci. Le terme ravaudé rime avec pommadé et s'associe à cette tentative maladroite d'essayer de s'arranger, mais mal. Cette tête apparaît comme un naufrage et elle est repoussante, maladroite d'essayer de s'arranger, mais mal. Ce vers 4 suggère donc la laideur de Vénus grâce à un euphémisme, avec des déficits assez mal ravaudés, mais aussi à l'aide de l'allitération en R, V et D, de l'adjectif ravaudé. Le lecteur comprend ainsi que la femme peine à dissimuler ses rides, ses imperfections derrière son maquillage. Ainsi, après avoir vu dans le premier mouvement la description de la tête, il convient d'analyser à présent la description du dos. Dans cette deuxième strophe, le poète se concentre sur le dos de Vénus. 4 adjectifs qualificatifs péjoratifs sont utilisés: gras et gris, large, court, pour continuer à faire une description épouvantable de cette femme qui sort de l'eau. La paranomase entre gras et gris au vers 5 insiste sur le manque d'harmonie du cou de cette dérangeante Vénus. Son cou apparaît en effet complètement disproportionné et terne. De plus, l'antithèse entre large et court rend visible la difformité du corps sur laquelle Rimbaud va insister à travers les 3 propositions subordonnées relatives qui saillent, qui rentrent et qui ressortent. Le rejet qui saille met en valeur le verbe saillir, qui rend compte de l'anomalie dans les proportions du corps de la femme. Les sonorités qui rythment cette strophe sont brutales et suggèrent le mouvement peu gracieux de Vénus.
Il convient de relever ici des allitérations en K, en G et en R. Col gras et gris, large, court qui rentre et qui ressort. Elles accentuent la laideur de Vénus. Enfin, l'accent est porté sur ses rondeurs, peu harmonieuses et presque vivantes. La personnification, les rondeurs des reins semble prendre l'essor au vers 7, donne vie au bas du dos et renforce la dimension effrayante de ce corps. Enfin, le champ lexical de la grosseur, rondeur, graisse au vers 7 et 8 termine l'esquisse d'un dos répugnant. Et enfin, dans le dernier vers, l'allitération en P semble insister sur la platitude de ce corps, comme le mentionne le dernier adjectif mis en valeur, puisqu'il est à la rime avec le mot plate. On arrive peu à peu au bas du corps, à la chute des reins et à celle du poème, dans les deux tercets. Dans le premier tercet, Rimbaud décrit l'échine, terme généralement employé pour les animaux. Il déshumanise la femme. Le caractère repoussant de Vénus est mis en exergue par la synesthésie du vers 9. Ici, le poète sollicite l'essence de la vue, du goût et de l'odorat, afin de créer l'écœurement du lecteur qui sent presque l'odeur de cette femme. On ressent comme une répulsion vis-à-vis de cet être. La couleur rouge ici donne une connotation de violence, de sang, loin de la blancheur et de la lumière associée traditionnellement à Vénus. De plus, l'enjambement horrible, étrangement, place en tête du vers l'adjectif qualificatif horrible, ce qui accentue la laideur de Vénus. Le substantif singularité, utilisé au pluriel, insiste lui aussi sur ses nombreux défauts physiques. La proposition relative qu'il faut voir à la loupe, ainsi que les points de suspension du vers 11 suggèrent que la difformité est telle qu'elle nécessiterait une observation minutieuse à la loupe. Il est à noter ici que l'on s'éloigne ici du lyrisme. On est davantage dans une froideur scientifique, sans émotion. Dans le second tercet, le tatouage que l'on découvre au vers 12 révèle que la femme est en fait une prostituée. En effet, seules ces dernières avaient des tatouages à cette époque-là. L'inscription Clara Vénus justifie le titre du sonnet, mais témoigne surtout de la grande ironie de Rimbaud, puisque Clara signifie la brillante. Clara vient du latin clarus, qui signifie clair, illustre, brillant. Cette inscription est donc une antiphrase dans la mesure où la Vénus de Rimbaud est tout sauf brillante. La périphrase « ce corps » montre à nouveau une déshumanisation de la femme qui est réduite à n'être qu'un corps disgracieux. En outre, son animalité est encore mise en évidence grâce au substantif « groupe ». Enfin, le dernier vers est à observer avec attention. En premier lieu, l'oxymore « belle hideusement » au vers 14 dévoile la dimension à la fois repoussante et fascinante de Vénus. C'est un être qui allie la laideur et la beauté. Rimbaud admire Baudelaire et nous pouvons percevoir ici une influence baudelairienne. Effectivement, l'auteur des Fleurs du Mal associe toujours beauté et laideur dans son recueil. Rimbaud, qui a mis une évidence la laideur de Vénus durant 3 strophes, suggère dans ce dernier vers qu'on trouve aussi de la beauté chez cette femme, hideuse. La description se clôt sur un détail très intime, celui d'un ulcère à l'anus. La rime finale entre Vénus, un symbole d'amour et de beauté, et anus, appartenant au vocabulaire scatologique, est évidemment un signe de l'audace créatrice du jeune poète. La pointe du poème achève donc le poème sur une note triviale et drôle. Ainsi, Rimbaud s'intéresse à la mythologie, mais il s'amuse avec les codes en les détournant, en décrivant Vénus comme une femme hideuse sortant de sa baignoire. Il propose de la sorte un contre-blason. Le corps de la femme est décrit de haut en bas, de la tête à l'anus. Cette écriture parodique est donc bien un signe d'émancipation créatrice. Dans ce poème, Rimbaud parodie la naissance de Vénus et fait le portrait d'une femme vieille, difforme, détournant l'image mythique de la déesse de l'amour
et de la beauté. Il la décrit peu à peu de haut en bas. Le lecteur s'attend à un éloge et se trouve confronté à l'incarnation de la laideur et de l'étrange. Grâce à ce poème, il dévoile l'émancipation créatrice qui est la sienne. On peut aussi relier ce poème à Sylvain Tesson qui déclare à propos des textes d'Arthur Rimbaud: « Ces poèmes sont des projectiles. 150 ans plus tard, ils nous atteignent encore. » Cahiers de Doé est un recueil de jeunesse, comme c'est le cas dans la toile de Sandro Botticelli au XVe siècle.